Madame la Présidente, chère Gladys Mondière, Mesdames et Messieurs les psychologues et intervenants lors de cette journée de colloque, je suis très heureux de vous saluer, je suis très honoré que vous ayez bien voulu faire appel à moi. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être élu pendant quelque temps, 10 ans député, 12 ans maire d'Orléans, 2 ans secrétaire d'État aux collectivités locales, ça c'est pas une élection, et puis 22 ans sénateur. Donc j'ai décidé, là, il y a quelque temps, d'arrêter, parce que il faut passer le relais. Mais c'est vrai que c'est avec quelque émotion que je me suis souvenu qu'en l'année 1985, j'étais alors un jeune député, et il m'était revenu d'être le rapporteur du texte qui a créé le titre de psychologue. Et le 29 juin 1985, l'Assemblée nationale a donc adopté en troisième et dernière lecture cette disposition tant attendue définissant enfin dans la loi les conditions d'accès au titre de psychologue et d'exercice de cette profession. J'ai reçu de nombreuses délégations de psychologues qui s'inquiétaient de l'absence de la définition légale si nécessaire pour clarifier les choses et donner toute légitimité au titulaire du titre de psychologue. Tiens, Gladys, t'as pas un petit peu d'eau? Merci. Parce que... Merci, hein. Merci. Bon, voilà. À votre santé. Alors, je vais commencer par évoquer les conditions dans lesquelles ce texte a été présenté à l'Assemblée nationale. J'aurais aimé que cette question du statut des psychologues et de leur titre fût l'objet d'un projet de loi spécifique. Mais elle a été noyée dans un texte dont j'ai eu l'occasion de dire beaucoup de mal, qui s'appelait « Diverses dispositions d'ordre social ». Alors c'était très fréquent à cette époque-là d'avoir des textes qui étaient en quelque sorte des voitures balais où on pouvait inscrire divers sujets de toutes sortes et comme ça ils passaient vite. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas l'affichage d'une loi sur chaque sujet et on pouvait ainsi faire adopter toute une série de mesures. Alors il y avait diverses dispositions d'ordre social, diverses dispositions sur les collectivités locales, on a même eu diverses dispositions d'ordre économique. Et j'ai déclaré dès la première lecture, le 23 mai 1985, que donc cette voiture balai présente certes l'avantage de permettre une réelle souplesse dans l'action législative, mais que c'est un rassemblement disparate de mesures diverses auxquelles viennent s'ajouter de multiples articles additionnels tout aussi divers. Ainsi, nombre de membres de notre commission, c'était la commission des affaires culturelles et sociales, auraient souhaité que les importantes dispositions relatives à la sectorisation psychiatrique, qui étaient dans le même projet de loi, aux discriminations sexistes également, au statut des psychologues ou au groupement d'entreprises fussent traités dans le cadre de projets de loi spécifiquement consacrés à chacun de ces problèmes. Et je suis d'ailleurs revenu sur ce sujet, preuve à l'appui, lors de la dernière lecture le 29 juin 1985, car il se trouve, il y a des hasards comme cela, que j'avais réussi à ce qu'on marque qu'il y ait un titre sur le titre de psychologue. Mais l'article qui suivait immédiatement était relatif au cimetière et aux conditions dans lesquelles on pouvait étendre des cimetières ou les créer à une distance des villes, de l'urbanisation pour éviter des problèmes, etc. Et on n'avait pas introduit un titre nouveau pour dire qu'on passait à un autre sujet. Bien.
Alors tout ça n'a plus beaucoup d'importance, mais je vais vous dire que j'ai changé de position sur ces sujets. Vous me direz que ça n'a pas grand-chose à voir avec le problème des psychologues, mais j'ai changé d'avis parce que l'initiative parlementaire est devenue de plus en plus difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, nous sommes complètement victimes d'une lecture nouvelle depuis une dizaine d'années par le Conseil constitutionnel de l'article 45 de la Constitution. Que dit l'article 45 de la Constitution? Il dit que tout amendement est recevable dès lors qu'il a un rapport, même indirect, j'insiste sur même indirect, avec le texte. Or, si vous regardez les décisions du Conseil constitutionnel, chaque fois qu'il y a un amendement qui s'éloigne, si peu que ce soit, de ce qui est considéré comme étant l'objet du texte, il est considéré comme inconstitutionnel. Alors c'est très ennuyeux, parce que vous savez que pratiquement tous les projets de loi, depuis 2017 et même avant, François Hollande avait commencé, sont présentés selon la procédure accélérée. Je déteste la procédure accélérée. J'ai été 10 ans député, 10 ans sénateur, sans jamais voir un tel recours à la procédure accélérée. On a fait une loi en 4 jours, avec les navettes, pour Florange. Je m'en souviens, j'étais aussi rapporteur. Bon. Mais c'était vraiment exceptionnel. Tandis que toutes les lois, peut-être sauf celles sur la fin de vie, sont déclarées lois d'urgence à examiner en procédure accélérée. Ce qui fait que vous avez une première lecture au Sénat, une deuxième à l'Assemblée, une commission mixte paritaire, et puis c'est terminé. Les dernières lectures, c'est terminé. Ça a des effets très négatifs. Par exemple, il y a une réforme du divorce qui a été examinée par une Assemblée en deuxième lecture, mais qui n'avait pas été examinée par l'autre Assemblée, qui ne l'a jamais été. Car ce qui est bien, ce que j'adore, c'est la navette. Premièrement, Assemblée, deuxièmement, Sénat, on revient à l'Assemblée, on retourne au Sénat, commission mixte paritaire. Alors, on nous dit, mais c'est trop long, mais pas du tout. La loi s'applique à tous les Français. Un mot dans la loi a de l'importance pour nos concitoyens. Peut changer la vie, d'ailleurs, peut avoir beaucoup de conséquences. Donc moi, j'aime beaucoup qu'on passe du temps à faire la loi. Mais ce n'est pas très dans l'air du temps. Je le regrette profondément. Parce que je vais vous dire encore autre chose. C'est que si aujourd'hui je dépose une proposition de loi, je la dépose, je suis obligé de suivre tout le parcours. Et alors, je n'y arrive pas, pratiquement, parce qu'il faut trouver un groupe, vous savez que un groupe qui va accepter de reprendre dans la deuxième assemblée ce qui a été voté par la première. Puis ça revient dans la première, ça repasse dans la seconde. C'est impossible d'y arriver pratiquement. Et donc, moi j'avais trouvé ce système, et on était nombreux à avoir trouvé ce système, qui consistait à coller un projet de loi, une proposition de loi qu'on ne réussissait pas à faire passer, comme amendement. Ainsi, je vais vous donner un exemple. J'ai réussi à faire voter avec Hugues Portelli une loi sur les sondages. C'est une loi qui n'a pas du tout plu aux sondeurs, parce qu'ils disaient « laissez-nous travailler tranquille ». Voilà. Je leur disais « dites-nous vos techniques de redressement ». Ils ont dit « mais vous ne demandez pas à un restaurateur de vous donner la recette du plat ». Je lui ai dit « oui, mais le restaurateur, il ne prétend pas faire de la science, tandis que vous nous dites que c'est scientifique ». Donc j'exige la transparence quant aux marges d'erreur, quant au redressement, etc., etc. Impossible de faire passer cela. Parce que sous un président de la République et sous un autre, on a jugé que c'était imprudent de se mettre mal avec nos amis les sondeurs. Donc j'ai réussi, grâce à Manuel Valls, à coller cette proposition de loi dans une autre loi sur l'élection présidentielle. Bien, elle est en vigueur, elle ne s'applique pas très bien,
mais j'ai réussi. Mais maintenant, je ne peux plus. Parce que le Conseil constitutionnel va me dire, c'est hors sujet. Donc vous voyez, je vous dis tout ça pour vous dire que d'une certaine façon, je regrette presque le temps où il y avait des DDoS, diverses dispositions d'ordre social. Parce qu'on pouvait coller des choses que par ailleurs on a du mal à faire passer avec la procédure telle qu'elle est et avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Vous me direz qu'on est un peu loin des psychologues. Alors, je vais vous dire que je suis aussi revenu en dernière lecture pour faire observer donc le 29 juin 85 que vous étiez dans le même chapitre que les cimetières et que dans la même loi, il y avait un article 74 relatif à la rédibition des animaux atteints de leucose enzootique et j'ai terminé mon propos en rendant hommage inévitablement à Jacques Prévert et au raton laveur. Voilà. J'ajouterai cependant qu'on est quand même arrivé, avec Georgina Dufoy, à faire adopter cet article fondamental, version assemblée, l'usage professionnel du titre de psychologue accompagné ou non d'un qualificatif est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire appliquée de haute spécialisation en psychologie, préparant directement à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État. Bon, ça, c'est la version assemblée. Elle a été enrichie par le Sénat et l'Assemblée. Enfin, moi, j'ai tenu à ce qu'on reprenne les deux avancées du Sénat. Au lieu de formation universitaire appliquée, on a marqué formation universitaire fondamentale et appliquée. Ça m'apparaît très judicieux. Et au lieu de haute spécialisation, on a haut niveau. Bien. Et Madame Dufoy a bien précisé les choses, puisque le 18 juin 85, elle a déclaré, je cite, la dénomination employée pour définir le niveau de diplôme de psychologie dans le texte du projet initial renvoie explicitement à l'arrêté du 16 avril 1974 définissant le diplôme d'études supérieures spécialisées DESS. C'est donc aux titulaires de ce diplôme ou d'un diplôme de même niveau que le gouvernement entend réserver l'usage du titre de psychologue. Je tiens à préciser que cette dénomination a reçu l'aval des représentants de la profession. Alors, un problème est arrivé à ce moment-là, qui était le problème des psychologues scolaires. Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de beaucoup parler, avec notamment ce qui était à l'époque le syndicat national des instituteurs. Alors je leur ai expliqué que ma philosophie, c'était que les psychologues, quels qu'ils fussent, et y compris bien sûr ceux qui exercent dans le cadre de l'éducation nationale, devaient recevoir une formation de haut niveau qui soit la même, ou du même niveau, même s'il y a des spécialités, qui soient du même niveau. Et on est tombé sur un véritable blocage parce que ce syndicat était préoccupé, je ne vais pas en dire du mal, le SNI a joué un rôle très important dans notre histoire, mais ils étaient préoccupés du nombre d'adhérents. Et les psychologues scolaires étaient considérés, comme des instituteurs, et secondairement, comme des instituteurs qui avaient une formation complémentaire de psychologues. Et ils ne voulaient pas que ces gens, que ces psychologues scolaires partent vers d'autres horizons syndicaux. Donc, on a réglé ce problème en indiquant dans le texte, voilà, que l'usage du titre de psychologue est possible pour les personnes qui satisfont à l'une des conditions ci-après.
Et la première étant d'exercer les fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Et donc on a exercé des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Et je me suis beaucoup battu pour qu'on ajoute cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder 7 ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue. Autrement dit, pour régler le problème, on a dit qu'on mettait une période de transition et après, eh bien, tous les psychologues devront absolument avoir les mêmes formations. Et alors, il y a autre chose qui a aussi été ajoutée pour donner le titre, conférer le titre à ceux qui ont présenté une demande qui doit être déposée dans des délais fixés par décret d'une décision administrative, reconnaissant qu'elles remplissent les conditions de formation et d'expérience professionnelle, leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe 1 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative. Alors, c'était pour un certain nombre de situations où des personnes exerçaient la profession, avaient une réelle compétence, une expérience reconnue, et c'était une façon aussi de prendre cela en compte. Et puis il y avait une autre clause pour les diplômes étrangers équivalents. Et puis on a rajouté aussi une sanction pour les gens qui feraient usage de ce titre de manière illégale. Alors, le Sénat avait l'idée de supprimer la disposition sur les fonctionnaires et agents publics, en considérant que les instituteurs, que ce n'était pas un problème. Bon. L'Assemblée n'a pas suivi. Et alors, après, nous avons eu un autre problème syndical, qui a été nos amis du SNES. Parce qu'eux ont dit, finalement, il faudrait qu'on considère que les conseillers d'orientation, parce qu'ils sont conseillers d'orientation, ont le droit au titre de psychologue. Donc là, je me suis levé, j'ai dit non, parce que c'est un autre métier. Et tout cela, donc, s'est passé. Et finalement, il y a eu une commission mixte paritaire où il y a eu pas mal de désaccords sur divers points qui n'avaient rien à voir avec les psychologues. Pour ce qui est des psychologues, la seule chose qui distinguait l'Assemblée du Sénat, ça a été finalement cette question des 7 années de transition pour les psychologues scolaires. Et le texte a été adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale, puisque vous savez que quand une commission mixte paritaire ne réussit pas à se mettre d'accord, ça repasse à l'Assemblée, puis au Sénat, puis à l'Assemblée en dernière lecture. Voilà. Donc, j'ai toujours continué à suivre votre profession, à écrire des articles. Je remercie cette publication dans le journal des psychologues. Et si j'avais encore 5 minutes, mes chers Gladys, je crois que j'ai fini là. 3 minutes 3, oui. Figurez-vous que cette affaire est revenue, enfin pas cette affaire, mais une affaire qui a un certain rapport avec vous. Lorsque je me trouvais dans mon groupe au Sénat et que le président de mon groupe a dit « Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de l'amendement Accoyer ?» Silence dans les rangs. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à la linguistique. J'ai fait une thèse sur la linguistique. Je me suis intéressé aussi à la psycholinguistique, etc. Je lève mon doigt. Et qu'est-ce que je n'avais pas fait là? Car je me suis retrouvé dans un sujet, j'ai écrit beaucoup là-dessus, puisque l'amendement Accoyer a connu 7 versions, dont une ou deux qui étaient contradictoires dans leurs termes. Alors, tout ça est écrit. Mais le problème apparent était de donner un statut aux psychothérapeutes. Alors, parce qu'il n'y avait pas de statut, pas de titre. Donc, d'ailleurs, alors on a défini les conditions d'exercice de la profession de psychothérapeute. Et derrière cela, il faut se méfier, il y a toujours un train qui peut en cacher un autre.
il y avait un autre débat beaucoup plus large, qui était un débat sur la psychanalyse et sur l'idée qu'avaient un certain nombre de gens de substituer à la psychanalyse, parce que ce sont des procédures longues qui n'en finissent pas, c'est coûteux, etc., de substituer les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, où vous voyez ressurgir le behaviorisme, le comportementalisme, etc., etc., et puis les firmes pharmaceutiques, les tableaux à double entrée, ce qui nous vient, il existe pas mal aux États-Unis, au Canada, etc. Et donc, ça a été toute une histoire, et j'ai reçu successivement, à de nombreuses reprises, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes et bien entendu les psychanalystes. Et il y a eu des colloques, etc. J'ai écrit dans la revue de Monsieur Lévi-Strauss, non, Bernard-Henri Lévy, je me trompe un petit peu, Bernard-Henri Lévy, La règle du jeu. Et on a fait un numéro spécial. Il y a eu des batailles contre la psychanalyse, le livre noir de la psychanalyse, qui était une horreur, parce qu'on voulait mettre en cause, en fait, un pan entier de notre culture. Ça vous concerne complètement. Et c'était pas facile, parce qu'il y avait environ 32 sociétés de psychanalystes, et ils sont et je les aime beaucoup, mais ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord. Je sais que, par exemple, je me suis retrouvé, j'ai réussi, c'est entre nous, ça, c'est pas dans le procès-verbal, à ce que Elisabeth Roudinesco et Jacques-Alain Miller se parlent. Parce qu'Elisabeth avait fait une biographie de Lacan que Jacques-Alain Miller ne voulait pas valider. Donc c'était toute une histoire, mais là, la patrie était en danger. Toujours est-il qu'il y a eu ce débat. Il y a les conditions d'exercice du métier de psychothérapeute qui sont naturellement contournées, parce que de braves gens s'intitulent psychopraticiens, etc. Bon, c'est quand même très important qu'il y ait des conditions d'exercice pour éviter naturellement que des gens qui n'ont aucune compétence, aucune expérience se dotent d'un titre. Mais derrière tout ça, il y a bien entendu des questions fondamentales qui sont à l'ordre du jour de ce colloque, qui sont finalement comment faire face à la souffrance psychique. Bien entendu, la médecine, et nous sommes au ministère de la Santé, ce que certains reprocheront peut-être. Je me rappelle que quand cela a été voté, on a eu l'occasion avec Georgina Dufoy d'aller à 2 réunions. Il y avait les assises de la psychologie le matin et le forum de la psychologie l'après-midi à Marseille. Et là, on a fait vraiment un public très enthousiaste, hein, et c'est bien. Mais le combat reste toujours là, de faire que l'on donne à la psychologie toute sa place et que l'on considère que l'accès direct au psychologue est une absolue nécessité, que l'on ne doit pas être vous ne devez pas être sous la tutelle des médecins, même si la coopération, bien entendu, avec les psychanalystes, avec les psychiatres, est tout à fait utile, hein, mais votre profession doit être considérée en soi, et il ne faut pas tomber dans ce que j'appellerais une sorte d'hygiénisme qui ferait que l'on considérerait que seul le substrat médical est légitime pour parler de la souffrance de l'esprit, de la souffrance mentale, de la maladie mentale. Le rôle des psychologues, je vais terminer par là parce que vous en êtes persuadés, moi aussi, ce rôle est éminent. Alors il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu écouter tout cela. Merci.